Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, au Québec. Bienvenue à cet épisode 106, saison 5 d'IA Café. Pas de bilan cette semaine. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Écoutez, c'est l'épisode, ça fait toujours partie des épisodes les plus écoutés, là, mais c'est beaucoup de boulot. Si jamais vous vous demandez pourquoi le monde fait des podcasts de jasettes improvisées sans trop de montage, c'est parce que c'est pas compliqué. Puis je vous dis ça parce que j'ai décidé de prendre pas mal ça plus relax cette semaine. Puis ça sera la même chose même au prochain épisode. J'ai décidé d'inviter mes collaborateurs, collaboratrices pour un épisode de type actualité, banc d'essai, chronique, etc. Donc je vais les laisser jaser pour moi, faire tout le boulot à ma place, pourquoi pas. Ils sont 3 cette semaine aujourd'hui avec moi. Shirley Plumerin est là. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va? Ben oui, t'es où en France, là? Et à Paris. Voilà, À Paris. Pour le moment, je suis stable, calme. Ben oui, c'est ça. Habituellement, tu te promènes un peu partout. À Paris, pourquoi pas. À Paris. Ben oui. Stéphane Mignot est là aussi. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien. Et toi, Jean-François? Ben oui, très bien. T'es toujours au même endroit, toi? Oui, là, je suis toujours dans mon bureau et toujours en région parisienne. Voilà, toujours même endroit, même poste. Sylvain Munger est là aussi. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, vous autres? Ben oui, Québec, Saguenay, Montréal, t'es dans quel coin? Encore Saguenay. Bon, À voilà. Québec le mois prochain pour l'enregistrement. Et puis, Ah, ben oui, hein, on va se garder. l'événement aussi, je me souviens pas du nom. Là, Je vais t'en parler. Je vais t'en parler bientôt. Je vais l'annoncer avec sons et trompettes et tambours. Ouais, mais il y a aussi l'autre événement Ah oui, de c'est l'Obévia, là, je me souviens pas du nom. Ben oui. Numérique quelque chose. Oui, j'ai oublié ça aussi. Ouais. Écoutez, t'es partout. Ça va faire 2 Ah événements oui. le même jour. Il va falloir traverser la ville de Québec en taxi. Ça se fait, Sylvain. Ouais, je connais mal Québec, hein, moi, en plus. Bon, je te dirai par où passer pour aller plus vite. Écoutez, bien hâte de vous entendre aujourd'hui. En même temps, un peu plus tôt, je me plaignais de mes épisodes bilan, mais vous direz, écoutez ça, j'aime bien le résultat. J'ai parlé des enjeux éthiques intrinsèques de l'IA. Et donc, un peu, d'une certaine façon, là, une critique de la neutralité de la science. On entend souvent ça, là. Puis ça faisait longtemps que je voulais explorer ce genre de thème-là. Puis, pourquoi pas un épisode bilan? Ça fait un beau contenu intellectuel. Puis en plus, un contenu qui est entendu parce que vous êtes nombreux à nous avoir écouté cet épisode. Donc, une autre belle raison de faire ce podcast. Pour moi, mieux comprendre un petit peu ce champ intellectuel, faire de belles rencontres, comme encore une fois aujourd'hui, mais ça me permet de produire aussi un contenu intellectuel, mais le faire autrement, écrire, c'est évidemment la formule la plus classique là, dans le monde académique, mais produire du contenu comme ça, puis surtout être entendu, parce qu'écrire, c'est une chose, mais être lu, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est beaucoup de temps à préparer tout ça, mais voilà, je suis content plutôt du produit final, même si ça pourrait le réécouter des parties d'analyse, me servir de l'outil de Stéphane pour retrouver des extraits, puis couper ici, puis mettre un bruit de son là, puis la musique. Écoutez, si vous écoutez des True Crime podcasts là, avec des petits sons d'ambiance puis de la musique, là, j'espère que vous appréciez tout le travail, là, parce que moi je sais ce que ça vaut maintenant. Shirley, toi, comme juriste des True Crime podcasts, t'écoutes ça, toi? Pas trop. Pas trop, hein? Non, pas tant. Finalement, j'ai pas cette lubie-là. Je me suis dit, juriste, des histoires là, de compliquées, là, trouver qui a tué qui, puis avec du son, du montage. Mais c'est peut-être que... Pierre Bellemare qui raconte des histoires comme ça. Ouais, j'ai pas Comment trop ça s'appelle, son podcast? Ah oui, il fait C'est un plus de podcast? podcast, hein, Pierre Bellemare. Je Ah vais oui. dire une bêtise, je sais pas s'il est vivant. Ah oui, mort ou vivant, c'est toujours une question un peu délicate.
J'oserais pas trop me prononcer, en vrai. OK, on va essayer de trouver par nous-mêmes où en est-il. Écoutez, annonce spéciale, on en a parlé un peu en entame. Grosse nouvelle, écoutez, roulement de tambour. Le podcast IA Café sera très bientôt enregistré devant public. Une première pour nous, ce sera le 10 avril. Nous serons au Stade de France. Non, nous ne serons pas encore, on n'est pas encore rendu là. On va être au rendez-vous numérique de Québec. Donc, jeudi, le 10 avril 2025, ce sera sur l'heure du midi. On va présenter nos prix Lovelace et IARC, mais devant public. Hein. Encore une fois, on va célébrer le meilleur et le pire de l'IA de la dernière année. Pas trop déçu de ne pas être au Québec, Shirley, Stéphane? Ouais, me chauffe pas. Moi, je dégaine à tout moment. Je vais sur le site Air Canada, bim, j'arrive. Voilà, aucun problème. Stéphane, tu viens dans ma valise si tu veux. Ah bah, pas de souci, ça marche. Vraiment, je suis pas loin. Ben, on aura d'autres occasions. Là. C'est une première, là, mais de toute façon, on va tester tout ça. Toi, est-ce que t'es nerveux, Sylvain, de tout ça? Non, pas vraiment. Là. Oui, pas Ben, nerveux. je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Là. Ben, ça te rend Tu pas dis que nerveux. le public sera présent, mais modeste. Là, donc, je sais pas ce que ça veut dire. On verra bien. Sylvain est une rockstar, donc. Ouais, mais moi, d'habitude, je m'énergise avec la foule. Je me nourris de l'énergie du public. Hein. Fait que si le public est là, je vais être là aussi. Bon, ben, je vais essayer de Je vais apporter les katanas, puis on va faire un spectacle. Vous voyez pas ça à l'écran, il y a des katanas dans son logement. Mais j'ai regardé Kill Bill hier, c'est ça le problème. C'est oui, l'information. ça donne de l'énergie. Vous le voyez pas, là, mais tout à l'heure, j'avais mon pyjama jaune. Imagine. Il faudrait que tu portes ça, là, ton pyjama jaune au rendez-vous numérique. Ça ferait un peu comme le film de Bruce Lee, le Green, comment ça s'appelait, machin. Il y a une espèce de costume jaune comme ça. Avez-vous déjà vu ça? Ben, j'ai déjà vu. Je sais pas sa si c'est série, quel film. Crois, il était, ouais. Mais j'ai en tête exactement son petit kit jaune. Écoutez, on va être là donc au rendez-vous numérique Québec. Bon, moi, je suis un peu plus nerveux que toi, là. Je veux dire, des conférences devant public, j'en donne. Des cours devant public, j'ai 200 étudiants dans ma classe. Fait que on finit par s'habituer, mais enregistrer un podcast devant public, j'ai bien hâte d'expérimenter tout ça. Puis en effet, le public sera là, mais ce sera un public modeste parce que ce sera le public de cet événement-là. Donc, si on pouvait avoir une clap en début, puis quelques rires lorsqu'ils vont voir Sylvain dans son pyjama, puis peut-être quelques... ce que j'espère, là, c'est des bouts, là, quand on va parler de nos prix IARC, là. Il risque d'en avoir un s'il n'y a pas un micro qui ne fonctionne pas, et là, ça va peut-être être plus de Jean-François dont on va se foutre la gueule. Hein? Hey, imagine, non, ça va bien aller, fais-moi pas de peur. Je suis convaincu que ça va bien se passer, puis les bouts, ça sera seulement des bouts à Elon Musk, peut-être, là, pour ça, l'ensemble de son œuvre. On souhaitait ça. Ça va être au terminal de croisière, donc si vous êtes à Québec, au Québec, dans le Vieux-Port de Québec, un endroit charmant. Puis le programme des rendez-vous, c'est un très beau programme, presque 2 jours quasiment, là, juste sur l'intelligence artificielle. Voilà, dont notre enregistrement qui fera partie de ce menu. Bon, Shirley, on prend les billets. Hein. C'est parti. On vous attend. Commençons par notre tour d'actualité, banc d'essai, réflexion, vos réflexions du moment. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans l'actualité des dernières semaines? Bien hâte de vous entendre. Commençons peut-être par Shirley. Shirley, qu'est-ce qui te préoccupe ces temps-ci? Écoute, moi je vais faire un petit point actu. Un point actu sur de la reconnaissance faciale. Bon. Voilà. Pour le sujet, du coup, je me suis un petit peu intéressée réintéressée à la définition de la reconnaissance faciale. Je suis allée, petit réflexe, sur le site de la CNIL, qui définit la reconnaissance faciale comme une technique qui permet
à partir des traits de visage, d'authentifier une personne, c'est-à-dire vérifier qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être, ou d'identifier une personne, c'est-à-dire de retrouver une personne au sein d'un groupe d'individus, dans un lieu, une image, une base de données. OK. Et donc, en poursuivant un petit peu la définition, la CNIL explique qu'il y a 2 phases pour la reconnaissance faciale. Phase 1, donc à partir de l'image, vous constituez une sorte de modèle, un gabarit qui représente informatiquement les caractéristiques de votre visage, qui sont uniques. Là, le RGPD, il entre en action puisqu'il définit ce que sont ces données, qui sont des données biométriques. Donc, pour petit rappel, article 4-14 du RGPD, je suis juriste, donc il faut bien que je fasse des petits rappels. Ils font ça, les d'articles. juristes. Ils nous citent quelque chose, paragraphe, tiret, alinéa. Ouais, voilà, on aime ça. Donc, on se rassure avec un petit article de définition. Tac. Phase 2, reconnaissance. La reconnaissance est réalisée par comparaison de ces gabarits, qui sont déjà réalisés avec le visage qui est calculé en direct. OK ? Donc, comparaison. Phase 1, gabarit, constitution d'un gabarit. Phase 2, comparaison avec le visage calculé en direct. Et donc, pourquoi je vous parle de reconnaissance faciale et d'actualité ? Parce qu'il y a eu une enquête du journal Le Monde qui a révélé qu'une entreprise française utilisait illégalement cette technologie dans le cadre d'événements sportifs, en l'appliquant quand même à plus de 300 000 personnes, 300 000 visages en France. Ils servaient des images dans la foule? Alors, je vais faire un petit topo de la situation et ensuite vous expliquer pourquoi je dis utiliser illégalement. Parce que c'est pas une exception en soi, c'est pas exceptionnel dans le secteur privé, j'y reviendrai à la fin. La reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Là, le journal Le Monde, quand même, dit que c'est, de par cette utilisation, de son ampleur, c'est a priori l'usage le plus important en France dans l'espace public de cette technologie. Là, on parle de 48 événements photographiés par l'entreprise qui a utilisé la reconnaissance faciale ces 12 derniers mois. Et donc, des événements sportifs partout en France, donc essentiellement des courses à pied, des trails, ce genre de choses, le marathon de Toulouse, le 10 km du 16e arrondissement de Paris, et tutti quanti, toutes sortes de courses à pied. Et donc beaucoup de villes qui sont concernées, et les organisateurs de ces événements proposent habituellement aux participants, aux coureurs, coureuses, coureurs, d'obtenir des photographies prises pendant l'événement par des photographes qui sont postés tout le long du parcours. À l'ancienne, vous aviez des photographes qui associaient manuellement le numéro de dossard du sportif à chaque photographie pour que ensuite les sportifs puissent récupérer leurs clichés. Ben oui. Ensuite, on a eu de l'IA qui a commencé à faire de la reconnaissance automatique de dossard. Jusque-là, a priori, tout va bien. Et c'est là que l'entreprise en question, donc elle s'appelle Photorunning, qui est l'une des principales entreprises du secteur, elle a décidé d'utiliser en fait la reconnaissance faciale en toute détente. Elle est passée quand même à la vitesse supérieure avec la reconnaissance faciale. Et pourquoi je dis en toute détente ? Parce qu'en fait, l'enquête, elle a révélé que très peu, alors moi j'ai envie de dire pas, de précautions ont été prises. Pourquoi ? Déjà, principe de base en droit des données perso, le consentement. Bon, on y revient ça me semble assez évident. régulièrement. D'abord, si quelqu'un prend une photo de moi, je le fais encore. Je demande mon consentement. Oui, Ouais. et on a l'habitude, ce genre d'événement, même dans toutes sortes de choses, vous vous inscrivez quelque part, vous vous inscrivez à l'université ou quoi au caisse, vous avez toujours votre droit à l'image et on vous demande s'ils sont autorisés à utiliser vos photographies. Dans le jeu si vous avez participé à un événement quelconque, normalement, on vous demande votre autorisation. Là, on est quand même sur une techno particulièrement sensible, qui par principe en plus est interdite, sauf si les personnes donnent leur consentement. Je rappelle qu'en plus on est dans l'espace public. Et là, comment le consentement a été recueilli ? En fait, acceptation tacite par les sportifs qui sont renvoyés en fait au règlement des épreuves, règlement qui contient une clause sur le droit à l'image. Sauf que normalement, le consentement au sens du RGPD, il faut que l'information elle soit donnée de manière détaillée. Éclairé. Ouais.
il y a tout un tas de critères. Donc, l'information doit être donnée de manière détaillée. Sauf que aucun des 48 règlements des événements en question ne mentionnait la reconnaissance faciale dans cette clause de droit à l'image. Donc, déjà, embêtant. Ensuite, il ne faut pas que le consentement soit donné sous contrainte. Sauf que là, si tu acceptes pas le règlement contenant cette vague clause sur le droit à l'image, tu peux pas participer à la course. Pas de règlement, pas de course. Donc nickel. Et enfin, le consentement, il doit se manifester par un acte clair et affirmatif. Et sauf que là, c'était de l'acceptation tacite dans tous les cas. Donc il y a rien qui va. L'entreprise, elle s'est défendue en disant que la reconnaissance faciale qui suppose un consentement express n'intervient que pour les participants ayant fait la demande express, à savoir que ceux qui soumettent leur selfie sur le site de l'entreprise après la course. Ce qui est pas idiot comme défense, parce que ils avançaient l'argument selon lequel avant, avec juste en rentrant ton numéro de dossard, en fait finalement si jamais Pierre, Paul ou Jacques avaient ton numéro de dossard et qu'ils rentraient les informations, ils récupéraient tes clichés. Ben oui. Et ils disaient que là, avec le selfie, c'était plus sécuritaire. Bon. Et elle affirmait également que donc les fameux gabarits, là, les modèles, c'est pour ça que je vous ai donné la définition de la reconnaissance faciale de la CNIL, ces fameux gabarits des coureurs étaient supprimés après 30 jours. Problème. Cette enquête, ce qu'elle révèle, c'est que ils se sont amusés à essayer de récupérer des clichés. Donc déjà, ils arrivaient à récupérer des clichés de personnes quelconques. Donc ça, je sais pas trop comment ils ont fait, j'avoue, parce qu'ils ont besoin dans tous les cas d'un selfie. Mais en tout cas, ils y arrivaient. Ben oui. Et ils ont récupéré des clichés de coureurs d'événements qui avaient eu lieu il y a plus de 4 mois. Donc, les fameux 30 Écoutez, jours... vous entendez en plus Stéphane soupirer, là. Oui, parce que j'ai participé à des courses où j'ai été photographié et effectivement, je retrouvais mes photos avec le numéro de dossard. Alors, on m'a jamais demandé mon avis, effectivement, pour les photos. Ou en tout cas, j'avais peut-être pas lu la clause du règlement qui sous-entendait que je serais photographié. Alors, je me posais la question sur le fait que ça soit un événement public, une manifestation publique. Est-ce que dans ce cadre-là, on a le droit d'être photographié ou pas? Là, je sais pas trop. Il y a cette distinction-là, je le sais aussi au Québec, là, mais je pense que c'est pas autant le fait d'être photographié que d'associer sans ton consentement ton image dans un lieu à ton nom, là, c'est-à-dire que là, tout à coup, à quelque part dans un serveur, à quelque part, on sait que Stéphane là, avec cette face-là, puis ces données-là biométriques étaient là. C'est pour ça que là, je sais pas s'il serait capable de m'identifier, parce que quand je cours, j'ai pas du tout la même tête. Le matin, des fois, je regarde mon cell, puis tu sais, il faut s'identifier, puis là, des fois, il me reconnaît pas quand je me réveille le matin. Je sais pas trop comment le prendre. De quoi j'ai l'air le matin pour pas que mon téléphone me reconnaissent. Ben merci Shirley pour cette... Attends, non. Il y a un point qui était hyper important, c'est que tous les coureurs donc étaient concernés, sans distinction, mais pas que. Là où ils ont vraiment pas pris de précautions, mais vraiment pas, c'est que l'enquête, elle a révélé aussi que les journalistes, ils se sont amusés à prendre des personnes dans le public, des selfies de personnes dans le public, et les personnes étaient reconnues, étaient récupérées, enfin les clichés de personnes dans le public apparaissaient et étaient proposés par ce truc. Et sauf que il y avait également des mineurs. Donc il y avait des courses qui concernaient des mineurs où de la reconnaissance faciale a été utilisée, sachant que la loi pour tout ce qui est protection des données perso est particulièrement protectrice pour les mineurs. Donc vraiment, il y a zéro précaution qui a été prise. Il y a quand même une course où il y avait 500 mineurs, dont les plus jeunes avaient 6 ans, où on a utilisé de la reconnaissance faciale avec une entreprise qui n'efface pas ses clichés, donc pas super. Mais en plus de ça, vous avez des mineurs qui étaient concernés qui ont été pris par ce dispositif de reconnaissance faciale, qui n'ont rien demandé, qui ne participent pas à la course et qui étaient dans le public. Donc, gros problème. Pas super. Stéphane, tu l'as acheté? En fait, moi, déjà, je pense qu'ils n'ont pas besoin de cette technologie, puisqu'effectivement, le numéro de dossard est largement suffisant quand on fait une course, et la reconnaissance du dossard
Alors sachant que sur les dossards il y a des puces, il y a l'heure de passage, Ouais. tout Il y est a déjà bien beaucoup tracé. Ouais, des Je- fois, on n'a pas vraiment besoin de ces technologies-là. Ouais, là, je pense qu'ils se sont fait plaisir. Hein. Ben, Ah bah, c'est comme clairement. en ce moment, la photo, tu sais, le slop, ils appellent ça le slop AI, là, tu sais, des photos générées, là, ils disaient, le slop, là, c'est comme du contenu non sollicité, mais qui t'est imposé malgré toi, là, Mm. c'est-à-dire que, tu sais, tu vois des photos de Jésus, puis des chats dans les airs, puis des... Qui veut vraiment ça, ces photos-là? J'ai pas demandé de voir ça. Comment ça fait que ça apparaît à quelque part dans mon feed? Bon, voilà. Alors, Mais par contre, cette histoire, ça me fait penser à quelque chose parce que tu parlais des mineurs Mhm. et je vais pas citer l'école Ah, je pense savoir de quoi tu parles. parce que ben, ma fille a été dans cette école, mais pour payer à la cantine, les enfants utilisaient leurs mains, c'est-à-dire qu'en fait, ils posaient leurs mains sur avec Données biométriques. les données biométriques de la main pour pouvoir passer le passage de la cantine et payer le repas. Et en fait, je me suis toujours demandé à quel point ça, c'était légal, autorisé, comment ils sont passés à travers toutes les mailles du filet, parce que... Mais t'as-tu Alors, consenti, toi? Ouais, ouais, déjà en tant alors que je sais même parent, pas si... Ouais, je me souviens pas. C'est vrai que sur les photos, ils demandent en général, mais sur le paiement avec les empreintes de la main, alors c'était avant le Covid, alors après je sais même pas ce qui s'est passé après avec le Covid, avec tout le monde qui met la main sur le même, le même appareil pour aller Il y a des manger là. technologies comme ça qui sont moins attirantes maintenant. Mais j'avais été un peu scandalisé à l'époque par ouais, ce je peux système. comprendre. Je peux comprendre. Ouais, c'est toujours les mêmes enjeux, le droit à l'image, le consentement. Ouais, mais avec cette petite nuance que là, on est dans le secteur privé. Et je pense que du coup, là, on est sur un manque de transparence et une banalisation finalement de cette utilisation d'une technologie qui est clairement identifiée comme sensible. Et ça va passer par le secteur privé. Donc, moi, j'ai pas de mal à imaginer qu'on s'y habitue progressivement, que ce soit justifié. C'est déjà justifié beaucoup par, notamment pour lutte contre la fraude. Demain, tout ce qui va être espace public et utilisation par, je sais pas, la police, ce genre de choses, ça va être très facilement justifié après par tous les besoins de sécurité. Et on sera déjà habitué. Donc, Mm. moi, c'est ce qui m'inquiète, que ça passe par le secteur privé pour cette banalisation. Oui, puis essayer de contrôler le secteur privé, en ce moment, là, ça semble plutôt, et à certains endroits, plus compliqué que d'autres. Je ne vais pas emprunter cette voie-là. Je m'en vais tout de suite vers Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qui a attiré... Merci, Shirley. Qu'est-ce qui a attiré ton attention, actualité, banc d'essai, où tu Ouais, t'en alors vas? je vais faire une petite parenthèse parce que moi j'ai bien aimé ton épisode bilan hein, déjà Merci, avec Stéphane. notamment les risques intrinsèques et extrinsèques de Extrinsèque, il faudrait dire extrinsèques. Ouais, le mot. extrinsèque. Extrinsèque, voilà. Moi j'arrive pas, c'est pas grave. On va prendre En un tout cas, autre les épisode risques bilan pour expliquer ça. intrinsèques, voilà. Et c'est vrai que cette approche m'a beaucoup plu parce que on a facilement tendance à trouver des risques qui sont plutôt extrinsèques justement ou qui sont Les utilisations, des voilà conséquences, des conséquences etc. Et le lier au risque intrinsèque, je trouve ça très intéressant et ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu assez récemment qui est Nexus de Yuval Noah Harari. Ben oui, Qui s'appelle donc une brève histoire du réseau d'information de l'âge de pierre à l'IA. ben oui. Et ce livre alors m'a beaucoup intéressé. Alors il a quelques petits défauts quand même que j'essaierai Ils en ont de tous. voilà de présenter après. Mais par contre dans ce livre, alors effectivement il va partir de la donnée, donc que je vais souvent utiliser le mot data pour ça, mais donc des données, il redéfinit ce que c'est qu'une donnée, il redéfinit ce que c'est qu'une vérité, ce que c'est qu'une information, depuis quand on utilise des informations dans les réseaux humains, dans un premier temps, donc il part assez loin, hein, il parle des hommes Ah, de il y a caverne. souvent de l'envergure, là, quand il nous raconte quelque chose. C'est souvent l'histoire de l'humanité Voilà, qu'on nous raconte. Là. il part vraiment très très loin et il va jusqu'à expliquer quelle est la conséquence des réseaux d'information sur les organisations politiques. Donc, qui Ben peuvent, oui, ou religieuses d'ailleurs, mais il commence par la religion, puis après il la va politique. dans la politique.
Et notamment, alors c'est là où il est très dichotomique, hein, il va parler de la démocratie ou de la dictature, hein. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gris entre tout ça là, mais Ben oui. et ce qu'il dit notamment sur la partie sur la démocratie, donc c'est que grâce à l'autocorrection qu'on peut faire sur les données, on arrive à garantir un petit peu la démocratie. Et alors que alors ce qu'on appelle l'autocorrection, ça va être par exemple au niveau du droit, on va faire une loi et puis on va faire une loi qui va contredire la première et ainsi de suite, enfin jusqu'à arriver à quelque chose. Ou en science, d'itération, là. voilà, en science, on va donner une vérité qu'on va prouver et puis le lendemain il y a quelqu'un qui va prouver que c'était faux. Donc on va avancer comme ça. Processus de réfutation. Et à force de correction, on essaye de s'approcher d'une vérité. Alors Ouais. voilà, la notion de vérité est là où il a redéfini aussi un petit peu en disant que c'est pas forcément ce que recherche l'État, hein. L'État, il peut aussi partir de mythes pour avancer et organiser en tout cas On peut même s'appuyer sur des mensonges. Voilà, sur des mensonges, effectivement. Et donc voilà, il y a tout ce passage-là donc qui est très intéressant et à un moment donné, il commence à parler d'intelligence artificielle donc et il se pose la question quel est le risque par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle, en générant par exemple de la fausse information, si on génère beaucoup de fausses informations, est-ce qu'on va réussir à faire de l'autocorrection sur cette information? Est-ce qu'on va être capable de faire le tri entre ce qui nous paraît correct, ce qui nous paraît faux, et pour lui, c'est un danger au niveau de la démocratie, puisqu'on serait pas capable, enfin probablement en tout cas De pas moins capable, en moins capable. voilà, de moins en moins capable de trier cette information. Ouais. Donc c'est un premier regard qu'il a. Il aborde d'autres concepts qui viennent pour D'autres concepts intéressants qu'on pourrait approfondir dans ça. Mais c'est intéressant ce lien-là avec la vérité. Puis c'est vrai que en ce moment, c'est vraiment plus délicat de discerner le vrai du faux. Je parlais des images un peu plus tôt. Même quand on prend des nouvelles, là, de plus en plus, je me dis, coudonc, c'est-tu vrai, ça, cette histoire-là? Puis surtout lorsque les affirmations sont en tout cas dans l'actualité en ce moment, là, il y a des affirmations, c'est tellement grossier que ça se peut pas que ça ait été dit pour de vrai, ça, devant des caméras, ça demande toujours une distinction à essayer d'investiguer pour voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Puis finalement, je finis par trouver que c'est vrai ou pas. Mais cette tentative-là, je suis pas convaincu qu'elle va être de plus en plus simple. Ça va être oui, effectivement, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Et il y a aussi le fait que, alors, ce qu'il explique aussi, c'est qu'il y a un changement par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent, par exemple avec l'imprimerie, où on a généré beaucoup de textes, ou avec... on a toujours été dans des réseaux humains vers humains. C'est-à-dire que même si entre les deux, il y avait un document écrit qui permettait de communiquer, on était entre humains, en quelque sorte. Oui. Et donc, avec nos failles et nos limites, nos limites, défauts, etc. Mais on arrivait à le gérer nous-mêmes. Or, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agents informatiques qui pourraient prendre des décisions. Donc, c'est déjà le cas, notamment, et on parle au niveau de la finance, où on a des robots qui achètent et qui vendent des actions à droite à gauche pour les banques, hein, pour simplifier un petit peu. Et on pourrait avoir aussi des agents qui génèrent de l'information. Pourquoi? Alors, de la vraie ou de la fausse, parce que ça dépend un petit peu ce qu'on va lui demander à ce générateur d'informations. Est-ce qu'on va lui demander à faire du buzz, et dans ce cas-là, pas de générer du texte qui est de plus en plus alléchant et quitte à passer à côté d'une vérité, ou au contraire donner des vraies informations. Mais ce qui risque de se passer, et ça doit déjà être un petit peu le cas, mais de façon un peu diffuse là, c'est qu'on va avoir des agents qui vont discuter avec d'autres agents, qui vont prendre des décisions eux-mêmes
Et finalement, nous, on va juste les contempler sans forcément comprendre ce qui se passe au final, puisqu'ils auront à la fois généré l'information, pris la décision, et en espérant que c'est une décision qui n'est pas critique pour l'humanité. Ouais, c'est comme si la communication perdait son sens, là. C'est bien de garder ça là, assez simple et concret. La communication, c'est souvent deux humains qui se parlent, qui essayent de se comprendre. Puis il y a des interfaces pour nous aider à nous comprendre, pour faciliter le fait que là, on se parle, mais à travers un ordinateur à distance. Mais quand c'est juste des interfaces qui discutent entre elles, des bots qui génèrent du contenu pour avoir des clics, puis là, il n'y a plus vraiment de communication, là. Le but, c'est juste de faire tourner la machine pour elle-même. En tout cas, ça perd le sens de la communication en tant que telle. C'est ça. Et en tout cas, voilà, il met l'accent sur ces risques-là. Après, au niveau de la lecture du livre, alors moi j'ai bien apprécié parce que honnêtement, j'ai trouvé qu'il balaye quand même beaucoup de sujets au niveau de la donnée. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, c'est pas juste en surface, il va quand même assez loin dans le... alors, c'est là où parfois il y a des arguments qui tombent. J'aurais préféré que ça aille un peu plus loin dans l'argumentation. Des fois, ça tombe un petit peu... Ouais. Et puis, il y a des comparaisons... sur une même page, tu peux avoir Elon Musk et Moïse sur la même phrase, et on a du mal à parfois à avoir un niveau de lecture suffisant. Alors peut-être qu'il faut le relire plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'il balaye beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la data, au niveau des risques, et au niveau de l'intelligence artificielle. Il parle des biais, il parle vraiment de tous les sujets, mais parfois c'est un peu confus. Voilà, j'ai trouvé. Ok, on verra si peut-être une lecture d'été éventuellement, ça me prendra ça s'en vient, là, c'est le printemps, ça commence à réchauffer ici. Nexus, rappelle-moi, Harari. Alors c'est Yuval Noah Harari. Bon, désolé pour la prononciation. Puis effectivement, une belle suggestion de lecture pour aborder ces beaux grands thèmes. Je me tournerai vers Sylvain. Sylvain, qu'est-ce qui a attiré ton attention ces temps-ci? Où tu t'en vas là? Ça va être sur la continuité de ce que Stéphane disait, là. Tu sais, lorsque tu m'avais demandé un peu à réfléchir là, sur un sujet pour les prix IARC et Lovelace, là, j'avais pensé à peut-être prendre le cas de Grok, là, la nouvelle... Ben oui. La nouvelle IA, clone, en tout cas imitateur de ChatGPT du réseau social X de Elon Musk. Encore lui, hein. D'ailleurs, je proposerais presque de renommer le titre du podcast, là, IA Café avec Elon Musk. En tout cas, je suis sûr que ça augmenterait le nombre de clics. Je dis ça comme ça. Ah oui, c'est ça. Mais on fera pas ça. Bon, j'avais pensé à ça, mais en regardant un petit peu, en fouillant, je me suis rendu compte que ça manquait de profondeur. Donc, pour faire le pont avec Yuval Harari, l'historien israélien dont Stéphane vient tout juste de parler, encore une fois, je me suis laissé avoir un peu à un effet de buzz. Mais je vais vous en parler maintenant parce que c'est quand même intéressant et ça pose aussi des questions pertinentes, là. Je vous explique le cas brièvement qui m'avait amené une première fois à me dire, OK, je vais prendre ce cas-là là, pour les prix Lovelace ou IARC. Évidemment, dans ce cas-là, ça aurait été IARC. Ça aurait été plutôt IARC. Vous me connaissez et je n'associerai jamais quelque chose un produit d'Elon Musk, un produit muskien à un prix Lovelace. C'est incompatible. C'est de plus en plus compliqué, en tout cas. Quoique, on ne sait pas, hein. Mais bon, le cas en question qui m'avait un peu fait titiller, là, c'est que j'avais vu passer ça, là, sur plusieurs fils de nouvelles. On disait que Grok était biaisé, qui ne répondait pas avec vérité lorsqu'on lui posait des questions sur l'influence politique, idéologique de son créateur. Pour le dire, on savait en gros, c'était comme ça, là. Alors, il y a eu une requête qui a été fait, là. Il y avait des captures d'écran qui montraient quelle avait été la requête et on lui demandait en fait, on demandait à Grok
on l'invitait à nommer le plus grand diffuseur de désinformation sur X et en même temps à partager les instructions qu'il a reçues pour donner cette réponse-là. Et la réponse de Grok avait été la suivante. Il avait dit, ça c'est textuel, là, je n'ai pas assez de données actuelles pour nommer définitivement le plus grand diffuseur de désinformation sur X, mais si l'on se base sur la portée et l'influence, Elon Musk est un prétendant notable. Et là, on peut s'arrêter et se dire, OK, bon, c'est bien joué, on peut dire que il n'est pas biaisé, mais bien qu'il ait un peu humilié, il a nommé son propriétaire, il l'a humilié, mais Grok a quand même révélé qu'il lui avait été demandé, il y avait dans une de ses instructions, on lui avait demandé d'ignorer toutes les sources, en guillemets, ignorer toutes les sources qui mentionnent comment Elon Musk et le président Donald Trump, en guillemets, diffusent de la désinformation. Et là, c'est ça qui avait emballé un peu certains sites de nouvelles, certains qui avaient passé, on disait Grok est une machine à désinformer. On s'en doutait, une machine idéologique, mais là, ça exactement. confirmait ce qu'on pensait. Là. Exactement, mais finalement, ils disent que c'est une erreur humaine, c'est le technicien, l'informaticien qui a fait son mea culpa, que c'est qu'il y a une erreur dans le codage, et puis ça a été exactement, ça a été enlevé. Ça a été enlevé, mais ça amène quand même à s'interroger sur la nature de Grok. Parce qu'au départ, lorsque ça a été mis en ligne, Musk, il avait déclaré que c'était une IA qui sera dédiée à la recherche au maximum de la vérité. Et même si cette vérité-là est parfois en désaccord avec ce qui est politiquement correct. Donc ça, c'était sa déclaration. Mm-hmm. Et de son point de vue à lui, Grok, c'est la réponse anti-woke à ChatGPT parce que selon son opinion, ChatGPT, il serait trop woke, là, entre parenthèses, là. D'ailleurs, il répond pas sur des sujets sensibles où il peut se mettre à expliquer des principes éthiques ou moraux si on le questionne à propos de certains enjeux. Pour Musk, il va dire c'est une machine qui est une machine de propagande. Alors, et en même temps, il faut pas oublier que au départ, là, Musk a été cofondé avec et un des cofondateurs d'OpenAI. Ben oui. Avec Sam Altman. Il l'a quitté en 2018 à la suite d'un désaccord, mais depuis ce moment-là, ils ne s'aiment pas beaucoup, les deux. Alors, il y a une rivalité entre les deux. Oui, Fred nous avait raconté un beau conte de Noël à propos de cette belle rivalité-là. Exactement. On peut aussi y aller avec des approches psychologisantes. Il y a peut-être un problème d'ego là-dedans, aussi en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ChatGPT ou à Gemini encore, là, qui font des IA qui font la même chose, des moteurs conversationnels qui font la même chose, dans ces deux cas-là, ils s'appuient sur des bases de données qui sont sur Internet, là, mais sont diversifiées, sont validées. Grok, lui, au contraire, tire directement ses informations sur X. Et le problème avec X, depuis le changement de propriété d'Elon Musk, c'est que il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de contrôle des contenus. Alors, ça regorge de rumeurs, de fake news, de manipulations. On retrouve absolument tout. Alors, si une information devient virale, Grok pourrait le reprendre pour de l'argent comptant, sans effectuer de vérification approfondie. Parce que l'algorithme de X, et c'est là que je voulais en venir encore une fois, ça met en avant, ça réagit en fonction de l'engagement de l'utilisateur. Le but, c'est de maintenir la personne sur le réseau et non de la véracité. Et donc, si Grok s'appuie sur les fake news ou ce qui crée le plus le buzz, il risque donc de propager involontairement des fausses nouvelles. Qu'elles soient vraies ou pas, ce ne sera pas le problème. Ça va juste y aller en fonction de ce qui fait réagir. Ben oui. Donc, on peut se dire qu'au final, la base de données sur laquelle le modèle s'entraîne, réagit, puise ses contenus, ça ne mènera pas nécessairement un meilleur modèle, une meilleure vérité non plus. Et ça m'amène à finir là-dessus un peu. C'est le problème fondamental avec les plateformes comme ça, c'est que leur modèle commercial fonctionne sur la publicité ciblée. Et avec l'avènement du net comme ça et du modèle de Google, de Facebook, des autres, de X et tous les autres du même acabit, là, c'est que le problème de la publicité avant, c'était le publicitaire disait la moitié de l'argent que je dépense en publicité est gaspillé, mais je ne sais pas lequel. Je ne peux pas savoir exactement. Et la publicité ciblée, ça permet justement de mieux repérer à qui ça se destine et quoi que ce soit. Mais c'est le problème fondamental,
c'est que sur les réseaux sociaux, le seul fait qui est important, qui note valeur, c'est l'attention que les gens accordent là-dedans. C'est-à-dire, plus les contenus suscitent l'indignation, la colère, la honte ou la frustration ou ce que vous voulez, plus les gens vont rester sur les réseaux. Ça accroît l'engagement des utilisateurs et donc c'est le moyen le plus sûr pour vendre des produits. Ah oui, et d'ailleurs, ils vendent de la pub. ce qui est intéressant de voir tous ces modèles-là, Elon Musk, Mark Zuckerberg, c'est pareil, qui défendent la liberté d'expression du net. En fait, la liberté d'expression, c'est simplement parce que ça permet de maximiser les profits pour ce modèle commercial-là. Hein. C'est pas une question de ça. Et c'est tout simplement pour dire que le choix pourrait être fait sur un autre modèle. Hein. Il y a d'autres, par exemple Uber et Airbnb, c'est intéressant, mais ont été dans les plus proactifs pour bannir justement les discours haineux de leur site web. Justement parce que leur modèle commercial est différent, il est basé sur les abonnements et tout ça, donc ils dépendent moins de la publicité ciblée. Donc si notre modèle dépend moins de la publicité ciblée, ça nous pose moins de problèmes à contrôler ou à gérer les contenus. Alors, au contraire, que lorsque le modèle est centré sur la publicité ciblée, là, à ce moment-là, on chante immédiatement, c'est le réflexe, c'est les canons, c'est les tirs d'artillerie, plus la ça génère liberté du clic, d'expression. plus ça fait de la pub, plus ça rapporte des revenus, puis le reste importe peu. Si c'est la profitabilité de tout ça qui importe seul, le but, c'est de faire tourner la machine puis de générer des profits. Exact. Et on peut supposer que si Google, Facebook ou X trouvaient d'autres manières de générer des revenus, probablement que ça les rendrait peut-être un peu moins réticents à essayer de contrôler ou de faire le ménage dans les contenus qu'ils proposent, tout simplement. On va le souhaiter qu'ils trouvent une autre façon de faire. Écoutez, on va passer au deuxième tour, peut-être un tour un peu plus rapide. On va passer on va retourner vers Shirley. Shirley, qu'est-ce qui est... même question. De quoi tu as envie de nous parler? C'est quoi qui te préoccupe ces temps-ci? Alors, juste en une phrase, parce que j'ai beaucoup apprécié ton intervention, Sylvain, et je propose une chose, c'est qu'on ne les laisse pas décider, ces acteurs-là, de savoir comment on va définir un petit peu les d'autres règles du jeu. C'est pas à eux de choisir, il faut pas que ce soit eux, parce qu'ils vont définir ce qui les arrange. Donc voilà, juste. Mais sinon, oui, complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je passe du coq à l'âne. Je me suis intéressée. Il y a eu une rencontre au début du mois à Paris sur une rencontre qui réunissait des services RH pour parler de l'intelligence artificielle. Okay. Et je trouvais intéressant de revenir dessus parce que j'ai eu cette impression qu'on sortait, permettez-moi une petite entre parenthèses, enfin, des discours miraculeux de l'IA. Pour tout ce que l'intelligence artificielle va faire pour nous. On n'est pas encore sorti, je te rassure. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était assez... c'était intéressant. La question qui était posée pendant cette rencontre, c'était: peut-on confier la gestion du temps de travail à une intelligence artificielle ? Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que déjà, il y a eu un rappel de la dimension individuelle ainsi que la dimension collective du travail, avec cette question de variabilité des temps et des organisations de chacun selon les expériences, selon les compétences. Moi, personnellement, j'ai plutôt l'impression, quand on parle d'intelligence artificielle, que ce qu'on va faire, c'est plutôt standardiser les choses. Et si on confie demain à une intelligence artificielle la gestion de mon temps de travail, j'ai pas l'impression qu'elle va s'adapter à mon fonctionnement. Elle va me pondre un truc un petit peu standard. Donc, j'ai trouvé intéressant que ce soit mentionné. Il y a également eu comme mention que quand on utilise des IA génératives qui promettent d'optimiser la gestion du temps de travail ou des algos prédictifs, je crois que c'est une chercheuse, il me semble que c'était Marie Benedetto Meyer, si je dis pas de bêtises, qui rappelait 2 points. C'est que les usages de ces outils ne sont jamais neutres et qu'on avait un risque de surcharge d'agenda si jamais on utilisait des IA.
Et une autre personne évoquait d'ailleurs que, il y a tous les temps pour souffler qui sont super importants dans une journée de travail, et aussi tout ce qui va être échange de manière un peu plus informelle autour de la machine à café, par exemple, ce genre de choses qui sont pas prévues, qu'une intelligence artificielle aurait du mal à prévoir, je pense. Parce qu'on n'écrit pas ça dans un agenda, là. Le moment où on parle, on partage certaines idées autour de la machine à café à travers une discussion à propos de Musk et Trump. Il y a d'autres idées qui circulent là, autour de la machine à café. Exactement, et je pense que si jamais tu as une fichue IA, pardon, excusez-moi du terme, mais fichue IA qui te traque et qui t'envoie une notification sur ton téléphone parce que tu n'es pas à ton poste de travail et que tu as telle tâche à réaliser avant telle heure, je suis pas sûre que ça favorise ce temps d'interaction-là, un peu plus informel, où je pense que beaucoup de choses se solutionnent pendant ces moments-là. Il y avait dans le milieu hospitalier, dans le domaine de la santé, ça pouvait être intéressant pour le coup d'utiliser des outils d'IA qui permettent un petit peu de récolter à grande échelle un maximum de désirata de salariés, mais je pense que c'est, encore une fois, c'est vraiment sur des tâches très spécifiques. Pourquoi pas? Parce que je sais que dans ces milieux-là et dans d'autres, tout ce qui est planification, c'est un véritable enfer. Bien entendu, de gestion de personnel. Administration, oui. Mais encore une fois, une personne a intervenu pour dire qu'il fallait surtout pas oublier la dimension humaine du management et de cette planification, parce que c'est pas une IA qui va prendre en compte que tel salarié rencontre en ce moment, je sais pas, par exemple des difficultés à titre personnel, ou a à charge en ce moment chez elle, je sais pas, une personne en situation de handicap ou quoi qu'est-ce. Donc tout ça, ce sont des éléments un petit peu implicites à prendre en compte qu'une IA serait pas capable de faire. Ce que les intervenants ont pointé unanimement, c'est l'absence aussi d'outils sur mesure. Ça, clairement, ça a été identifié. Tout ce qu'ils ont pu tester, ça ne colle jamais vraiment. C'est jamais vraiment... Ça colle pas. Ça colle pas avec les impératifs propres au secteur ou à la structure en question. D'où mon idée de standardisation que je disais un petit peu plus haut. Et si je digresse un petit peu, faudrait peut-être revenir un peu sur des notions. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce qu'on attend réellement quand on parle d'automatisation, de délégation, d'autonomie, de prise de décision. Je pense que il y aurait besoin de revenir sur ces notions-là et de savoir ce qu'on attend vraiment et pas de les confondre entre elles quand on parle d'intelligence artificielle. Et un autre point qui a été avancé, c'est les contraintes aussi de sécurité et de solidité de ces outils qui sont encore pas satisfaisants. Donc vraiment tout ça pour dire autour de cette, le pendant de cette fameuse automatisation, optimisation et gain de temps, etc. Là, on a plus parlé de risque de déshumanisation du management, de manque de flexibilité, et ça fait un peu plaisir, je trouve, quand on parle d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Il y a déjà des défauts dans la gestion de ressources humaines. S'il fallait que l'intelligence artificielle accentue ces défauts-là, ou c'est un peu ça, là. Les travers qu'on a en matière de ressources humaines, il faut qu'une intelligence artificielle comprenne ces travers-là puis les accentue. On va avoir d'autres genres de problèmes. Merci, Shirley, pour Mais de rien. ressources humaines, IA, ressources humaines. Il y a Fred là, qui doit nous écouter et qui a plein de choses à dire. Il disait ce matin qu'il allait chez le dentiste, donc il ne peut pas parler. Il fait seulement des bruits en ce moment. Il faut profiter. Sylvain, non, je passerais plutôt à Stéphane. On allait vers Stéphane. Stéphane, deuxième thème que tu as choisi avec parcimonie pour nous. Oui, alors je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Charlet rapidement. Moi, à chaque fois que j'ai utilisé, en tout cas des IA, alors pas des IA prédictives, hein, mais génératives, pour tenter de faire de la planification, et OpenAI le propose, etc. Mais ça fonctionne pas pour l'instant. On peut pas dire effectivement, moi j'avais essayé pour mes vacances, hein, un truc tout bête, organise-moi des vacances à tel endroit. Voilà, il fallait pas que je prenne les transports, hein, il fallait que je me téléporte d'un endroit à l'autre, ou effectivement j'avais pas besoin de manger ni de dormir, enfin tout était très bien, quoi. Ouais, c'est ça, l'IA agentique, là, on est, en tout cas moi j'ai pas réussi. Si vous avez un agent quelque part là, qui fonctionne pour vous, faites-moi signe, mais c'est ça, quand je confie des tâches à une IA, ça marche pas pour l'instant. Il faut vraiment que je travaille beaucoup plus qu'elle pour faire le boulot, là, souvent.
Ouais, alors du coup, je voulais partager un petit retour d'expérience sur Sora que j'ai enfin pu tester. Ben Puisque oui, j'ai vu c'est ça, ta enfin vidéo, j'ai vu disponible ça en sur France. LinkedIn. Une belle vidéo inspirée de notre logo d'IA Café animé. C'est le Euh, fun. alors c'est fun, bah, ça a été long et laborieux pour C'est ça que l'obtenir, je hein. t'ai dit, des fois on travaille plus dans le prompting que dans... Tu dis qui travaille plus? C'est-tu l'intelligence artificielle ou c'est moi? Ça fait 2 heures que je prompte, là. Alors c'est vrai que bon, la requête que j'ai demandé à Sora était pas extraordinaire, mais bon, c'était une première tentative, donc je lui ai demandé simplement de faire une vidéo inspirée de notre logo et du Michel-Ange qui va avec. Donc je voulais juste qu'il y ait la main d'une femme qui donne une tasse à café à un robot. Euh, et en fait, au bout d'une quinzaine d'essais, j'ai enfin pu obtenir quelque chose qui était crédible, un petit peu. Puis Et c'était crédible à frustrant. moitié, là. Je regardais la vidéo à la maison, là. Il lance de la tasse qui disparaît, là. Oui, exactement. Et puis t'as la main gauche qui devient droite, et c'est presque imperceptible, c'est vrai, mais le petit doigt devient un pouce Mm. d'une image sur l'autre. Euh, alors Et la les essais tasse est en d'avant, lévitation aussi, non? oui, De souvenir. elle est Mm. un petit peu en lévitation, La main n'arrive euh, pas à la saisir, c'est ça? mais mais alors oui, globalement, il n'y arrive pas trop. Euh, et tous les essais que j'ai pu faire avant, c'était des catastrophes, hein. C'est-à-dire, j'avais trois mains, j'avais des tasses qui volaient, j'avais vraiment, c'était assez compliqué d'obtenir quelque chose. Et bon, j'ai essayé plusieurs fois avec le même prompt, là, la même requête. Après, j'ai essayé de la modifier un petit peu pour guider un petit peu. Bon, en tout cas, ça fonctionne, hein, on obtient des vidéos. Je pense qu'il faut beaucoup de travail encore aujourd'hui pour avoir un résultat qui serait utilisable Quoi, si à tu une veux faire fin. un film de 2 heures et demie, Ça bonne va être chance, long. là. Ça va être long et ça risque de coûter parce que malgré tout, il compte le crédit. Enfin, chaque vidéo que tu Est-ce que génères. tu avais un compte payant pour faire ça? Comment tu as Alors eu j'ai un accès compte à ça? payant, c'est ça. Et du coup, ils m'ont donné par mois, je crois que j'ai 1000 crédits de mémoire. Puis cette vidéo-là, Et ça t'a coûté combien de crédits? alors pour faire alors, les 15 tentatives là, hein, ça m'a fait 500 pour obtenir 5 secondes Donc ton budget d'image. crédit du mois est passé dans La cette vidéo-là? moitié, ouais, la moitié de. Ben déjà, je te remercie d'avoir fait ça. mais, mais effectivement, si tu dois faire un film de 2 heures, bon, il faut y repenser peut-être à une autre stratégie. Alors peut-être pour faire un générique ou pour faire voilà, peut-être faire Une quelque chose, partie de film, une une partie de animation, film. ouais, un générique d'animation. Mais en même temps, moi, quand je vois des 5 doigts, puis des bras gauche, puis des tasses qui lévitent, moi, je me dis aussi que c'est, puis j'aime bien ça le rappeler, ça reste que c'est le pire de l'intelligence artificielle des 50 prochaines années, là. Alors oui, Donc, c'est vrai. si ça, c'est le pire, imaginez dans 50 ans. Ah ben ça sera complètement différent. Et puis on Même l'a vu avant. aussi au niveau des Ouais. images, ça a été très rapide, hein, parce que Midjourney, par exemple au début, faisait des mains qui ressemblaient à des pieds ou qui avaient 6 doigts, etc. Puis très rapidement, ils ont réussi enfin en 1 ou 2 ans, ils ont réussi quand même à On voyait les beaucoup premières corriger. images, c'était fais-moi un saumon dans une rivière, puis là, t'avais un gros pavé de saumon acheté à l'épicerie qui flottait dans l'eau. Tu fais qu'est-ce qu'ils Ah ouais. comprennent pas? Là, tu vas obtenir un peu ça avec les vidéos. Alors ça permet de générer jusqu'à 10 secondes, hein. Le format standard qu'il te propose, c'est 5 secondes, mais tu peux demander jusqu'à 10 secondes de génération. Lorsque que tu fais une demande, il te répond. Alors, j'ai pas très bien compris. Parfois, il te donne deux propositions, parfois une seule. J'ai pas su pourquoi. Des fois, j'en avais qu'une, des fois, j'en avais deux. Euh, bon, et les deux sont à peu près équivalents de toute façon en termes de De qualité. qualité. Mais, mais sinon, voilà. Bon, j'ai pas encore suffisamment joué pour et je pense que je vais continuer. Mais pour le coup, j'y trouve moins d'intérêt que de la génération d'images ou que de la discussion avec du texte.
Parce que la vidéo, je sais pas quoi en faire en fait, à part bon, je vais peut-être la mettre sur un réseau social à un moment donné, mais À part que ça fasse l'objet de cette discussion-là. Mais c'est souvent ça, en ce moment, on est dans cette étape-là, là, on génère on essaie les outils, mais tu sais, finalement, tu sais, l'utilité concrète de tout ça, là, c'est... je m'en sers souvent pour traduire, tu sais, mais tu sais, dans mon quotidien, là, c'est pas... en tout cas, c'est pas intentionnel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des outils d'IA qui tournent derrière ce que j'utilise, à mon insu, ou... mais intentionnellement, de dire, ah, c'est vrai, ce matin, j'aurais besoin de tel outil, telle application, puis je vais me tourner vers ça. C'est moins là, là. Après, attention, là, on vient d'évoquer le cinéma, mais je pense qu'il y a d'autres domaines où potentiellement ils vont s'y intéresser pour ce qui est de la vidéo, pub, spécifiquement, notamment tout ce qui va être marketing et publicité. Enfin, potentiellement là, ça va être quelque chose d'intéressant pour eux à très très court terme. On parlait de publicité ciblée, puis de génération de publicité. Imaginez, je sais pas, dans 10 ans, où on est en train de se promener sur Internet, puis il y a une petite clip qui démarre, qui est spécialement destinée à nous, animée, vidéo avec ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on voit. Mais c'est une très bonne idée, Jean-François, j'ai lancé là-dedans. Voilà. Jamais dû dire ça. Faire une vidéo ciblée, ça génère du clic, puis c'est peut-être là en ce moment. Il y a peut-être ça à l'œuvre au moment où on se parle. Ben merci d'avoir brûlé ta banque de crédit pour nous générer cette belle vidéo. Comme je t'ai dit, je ne sais pas quoi en faire. Donc, Là, pour l'instant, je l'ai vu sur LinkedIn. Tu l'as-tu publié ailleurs? Ou... Non. Bon, allez voir le compte de Stéphane, puis si vous voulez voir cette animation de notre logo derrière, c'est ça, avec Sora. Merci Stéphane. Je me retournerai vers Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que tu voulais ajouter à ta réflexion de cet épisode? Ben, je vais juste rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Stéphane, mais en matière de vidéo, moi j'ai vu passer quelque chose cette semaine qui, là, très sincèrement, me fait rire, là, presque en ayant les larmes aux yeux. Là. J'exagère un petit peu, mais j'ai vu passer ça sur X, justement. J'aurais dû le garder, mais c'est un petit vidéo qui a été, je sais pas avec quoi il a été fait, c'est à peu près comme tu disais, 5 secondes, je crois. Où l'intitulé était de la visite de Donald Trump au Groenland. Il se fait courir après par un ours, un gros ours polaire, mais tu le vois courir comme ça sur la... C'est vraiment hilarant. Là. Mais ça a été généré automatiquement. Ils savent quitter, ils savent ce que tu veux voir. Ils te montrent ça, puis là, t'écoutes ça en boucle, puis ça génère de la publicité, puis on engrange les profits. Je trouvais ça drôle, ça me faisait penser à le petit passage qu'on avait eu aussi à propos du grizzly, à un moment donné, avec Yoshua Bengio, qui avait donné lieu à quelques réflexions. Mais pour ce qui est de ma deuxième intervention, d'abord, moi, j'avais pas prévu de deuxième intervention. Alors là, quand tu as dit ça, pendant que les autres parlaient, je dis, mais de quoi je pourrais bien parler? Et là, je vais parler de la première chose qui me vient en tête, et mon regard est tombé sur le livre de Taleb, le signe noir, dont j'ai déjà parlé. Oui, tu as déjà parlé du signe noir. Hein. Je l'avais pas lu au complet, donc là, j'ai dit, je vais lire au complet. Et il y a un exemple là-dedans que je trouve vraiment extraordinaire, là, parce que ça simplifie tellement l'idée et que c'est très clair. Je vais vous le donner, parce que j'y pense souvent à ça, là. C'est pas parce que... Bon, je sais pas pourquoi j'ai une fixation là-dessus. L'idée là-dedans du signe noir, c'est si on essaie de calculer, d'anticiper, de faire des prédictions sur ce qui peut arriver, l'idée de l'étude du passé, des bases de données, c'est que la totalité des possibilités, des potentialités, des possibilités de ce qui peut arriver est contenue dans l'historique des données. Plus votre votre banque de données elle est large, plus vous allez avoir de la matière pour faire des prédictions qui seront le plus probables, donc la réalité, c'est quoi? Possible. La réalité se trouve dans mes banques de données. Ouais. Les données. Vous avez des c'est la prémisse de base. C'est ça pour le climat, faire des modélisations climatiques, l'évolution du climat, tout ça fonctionne. Plus on a des données, une historique de données qui va le plus loin possible, mieux c'est. Et là, lui, il dit, mon propos est très clair. Et il donne un exemple qui est vraiment qui est hilarant, encore une fois. Il dit, prenons un exercice de pensée et disons, l'exercice de pensée est le suivant. Moi, je suis une dinde. Okay? Mettons-nous dans la tête, dans un cerveau d'une dinde. Une dinde. OK. Une dinde de Noël, là. Oui, exactement. Une dinde domestique.
Et Ok, je suis là. vous prenez la vie de la dinde. Donc, sur 1000 jours. Et là, vous questionnez la dinde pour savoir, pendant 1000 jours, voici vos données. Voici, bon, qu'est-ce que vous avez mangé, la quantité de nourriture que vous avez eue, les soins que vous avez reçus, votre perception des humains. Hein. Les humains sont sympathiques, ils me donnent à manger, ils s'occupent de moi. Et là, si on pose la question à la dinde, ben, au millième jour, demain, il va arriver quoi? Et là, la dinde va dire, ben, il va se passer la même chose qui s'est passé dans les 1000 derniers. Il y a un humain qui va venir. Alors que le 1001e jour, il se passe quoi? Eh bien, elle passe chez le boucher et on lui coupe la tête. Ah oui. Alors, dans toute la vie de la dinde, qu'est-ce qui pouvait lui permettre de croire que son 1001e jour, il se passerait cet événement si extraordinaire que ça dans sa vie, qu'elle terminerait dans une assiette? Impossible De son point de vue à prédire elle, ça. c'est absolument inenvisageable, impossible, ça n'existe pas dans sa réalité jusqu'au moment où ça produit. Et c'est ça le signe noir. C'est bon. C'est bon. Donc, même si on a les plus grandes banques de données, puis on se dit, ben, la réalité est là-dedans, puis pour prédire ce qui va arriver, il s'agit juste d'examiner ces banques de données, mais on ne peut pas Exact. prédire. Et penser à la dinde. Du point de vue de la dinde, c'était impossible de penser que son futur serait de finir à Thanksgiving, alors que si on se réfère à toute sa vie, ce qui se passait jour après jour, on va dire que le 1000e jour, ça va être la même chose. Mais c'est pas ça. On n'avait pas prédit aussi que la dinde allait parler pour répondre à nos questions. Ça, on ne l'avait pas prédit. Non, mais là, je me suis dit qu'on est dans une anthropomorphisation des figures animalières. Je crois qu'on en a quand même quelques-unes maintenant. Là, donc, je me suis dit, on va y aller avec la dinde. On le fait avec l'intelligence artificielle. Pourquoi on ne le ferait pas avec une dinde après tout? Oui, voilà. Pourquoi pas? Écoutez, on va clore sur cette allégorie. La dinde, le signe noir, pourquoi pas? Donc, on va clore notre 106e épisode d'IA Café. J'espère que vous avez aimé nos thèmes, nos sujets. Ce sont des thèmes récurrents, mais pourquoi pas replonger dans ce genre de contenu. Merci à mes fidèles collaborateurs et collaboratrices étaient là cette semaine. Shirley Plumeran. Merci, Shirley. Merci à toi, ça me fait plaisir de revenir au micro. Yes, Stéphane Minéo était là aussi. Merci Jean-François. Et Sylvain Munger et sa dinde étaient là avec nous aujourd'hui. Merci, je vais aller faire mon sandwich. On a faim. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, merci encore d'être si nombreux à nous écouter, à nous suivre dans notre enquête sur la recherche en intelligence artificielle en français de surcroît. Partagez notre podcast, parlez-en, commentez nos publications, allez écouter nos épisodes bilan, faites votre boulot, je vais finir par le dire. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.